Amis du Petit Atelier, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait partie de la playlist L'art confronté au pouvoir. Dans cette petite vidéo, nous allons poser un regard sur ce qui se passait aux États-Unis ou sur ce qui se passe encore aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Alors après cette période trouble de l'histoire, l'Europe ressort très affaiblie financièrement évidemment, mais aussi psychologiquement, parce que je crois qu'on est arrivé à un moment donné où on n'a jamais été aussi loin dans l'horreur et la barbarie humaine. Et cette faiblesse évidemment renforce le pouvoir américain, et au niveau de l'art également, New York principalement va devenir un des centres de la culture mondiale, notamment en art contemporain. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que fort de sa victoire, l'Amérique s'est fortement émancipée et a l'intention dorénavant de donner le ton aussi bien politiquement, financièrement que culturellement au monde entier. La CIA y est pour quelque chose, puisque c'est elle qui, après la guerre, va financer des expositions et des artistes et des critiques d'art et des revues artistiques pour promouvoir ces artistes. Ce financement, enfin ce soutien de la CIA a une double fonction. La première fonction est de montrer, d'exalter la magnifique vitalité américaine en montrant ce que ces artistes sont capables de faire en question nouveauté, question création, etc. pour bien se départir non seulement de l'Europe qu'elle considère un peu démodée, mais surtout par rapport au fâcheux réalisme fort redondant qui existe dans l'Union soviétique. Et dans ce soutien, il y a aussi un autre objectif qu'on voit un peu moins et qui pourtant est très présent, c'est celui de faire oublier au monde que finalement l'Amérique n'est pas si démocratique qu'elle veut le laisser paraître. En effet, après la guerre, on sait que le macartisme a été une véritable chasse aux sorcières des intellectuels qui défendaient des causes plutôt gauchisantes, en tout cas communistes carrément. Cet macartisme a fait beaucoup de mal, a fait fuir beaucoup d'artistes, et la CIA veut faire aussi cacher que l'Amérique est en train de basculer dans un capitalisme pur et dur, obligeant les gens, le peuple, à produire plus qu'il ne doit et à consommer beaucoup plus qu'il ne doit aussi. Et je pense, ça n'est peut-être pas évident à l'époque pour eux, mais je pense qu'on veut aussi faire oublier cette très déplorable ségrégation raciale qui est quand même quelque chose d'assez barbare. De promouvoir la culture, c'est que contrairement à l'Europe qui avait une sorte de engouement pour les écoles, le dadaïsme, le cubisme, l'impressionnisme, le réalisme, etc., les Américains privilégient plutôt les singularités. Pour les Américains, il faut peu de cas des écoles, bien qu'elles existent. Il existe le pop art, il existe l'expressionnisme abstrait, etc. Mais ce qui intéresse dans le pop art, c'est finalement plutôt des figures comme Andy Warhol, et ce qui intéresse dans l'expressionnisme, c'est Pollock. Ce qui intéresse dans l'abstraction, ça va être Rothko. Pourquoi? Parce que les Américains, pour vendre leurs produits, ont toujours misé sur un star system. C'est très visible pour nous dans leur cinéma, ça l'est moins apparent dans la culture et dans l'art pictural, pourtant c'est le cas. En effet,
en rendant quelqu'un de mythique, hein, une sorte de mythologie autour de Andy Warhol, dont on connaît presque les faits et gestes, là, ses coiffures. On a même fait des films sur lui, on voit où il habitait, on voit aussi le côté, la part sombre du personnage, son hystérie. Il en est même pour Pollock, il en est même pour Rothko. Un peu, on sait que une star doit souffrir beaucoup, doit avoir des humeurs, quelque chose, en faire personnage totalement à part, sous médicaments, dépressif, avec des sauts d'humeur énormes, un peu à l'image un peu de Marilyn Monroe ou de James Dean, qui va se cracher en voiture en faisant du 150 à l'heure, etc. Les Américains aiment bien apporter à leur star une image finalement un peu que tout le monde va envier, qui va créer une sorte d'émotion particulière. À partir de cette image, au fait, qui est très travaillée et très voulue, évidemment, on va créer une star, et cette star, évidemment, va rapporter beaucoup d'argent. On est en effet aux États-Unis dans un système de marché. Le marché va prendre, au fur et à mesure des années, le marché va prendre de plus en plus d'importance et va faire l'objet d'une véritable spéculation. C'est-à-dire, à partir du moment où on a fait d'un peintre une star, on va revendre ses toiles et ses œuvres qu'entre-temps on aura stockées, et que dans une période, dans une zone hors taxe, par exemple comme au Panama, etc., on stocke des œuvres là-bas, on fait de tels personnages une star, et puis on revend les œuvres qu'on a stockées, ou quelquefois 10 fois plus cher que pour Andy Warhol. Ça a pris même des proportions énormes, puisqu'on a revendu de ces œuvres 100 fois le prix qu'on les avait achetées. Tout ça hors taxe, évidemment, sans impôt sur la plus-value, etc. Donc les Américains sont très forts pour ce genre de choses. Tant et si bien que dans les années 2000, donc maintenant, ça a pris des proportions tout à fait inimaginables, et on a vu des œuvres vraiment qui étaient beaucoup plus recherchées pour leur valeur spéculative que pour leur valeur artistique. Voilà, ce sera à peu près tout ce que j'ai à dire sur les États-Unis dans la période contemporaine. J'ajouterai seulement ceci, c'est que nous sommes arrivés à une époque de grands défis, vu l'importance qu'a pris de nos jours l'intelligence artificielle. Et il est fort possible que désormais les artistes auront à travailler avec cette intelligence artificielle. Pour le moment, je ne peux pas en dire grand-chose. Il n'y a pas vraiment de grands travaux qui ont été créés avec l'intelligence artificielle. Il faudra peut-être attendre quelques temps pour voir où cela va aboutir. Mais je pense qu'il y a des grandes chances que cela se passe aux États-Unis aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.